BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités, Sébastien Lemonnier est avec nous ce soir, gérant action européenne chez Mansartis, Bertrand Lamiel, directeur de la gestion de B Capital par téléphone et en duplex vidéo. Depuis Daily FXM, on retrouve Nicolas Chéron. Nicolas, panorama de cette séance. Bon, tous les actifs risqués ont été vendus et on est allé chercher des valeurs refuges qui sont bien comportées là. Effectivement, Grégoire. Alors, c'est un petit peu différent. La situation est un petit peu différente en fait entre les monnaies, tout ce qu'on a vu sur le marché d'échange et les actions. Sur le CAC 40, par exemple, vous avez vu qu'en fin de séance, les opérateurs ont enfoncé le clou et je pense que les opérateurs se couvrent, ont potentiellement peur qu'il se passe des choses dans la nuit et donc sortent du marché à temps action le temps que la situation se tasse. Sur le marché d'échange, depuis ce midi, on constate que il y a des rebonds qui prennent forme et que pour l'instant, eh bien, la panique n'a pas engendré de vagues baissières puissantes sur les marchés. Donc, pour l'instant, ça reste une situation sous contrôle, mais les Européens se font quand même relativement peur. Bon, prudence évidemment, hein, il peut se passer des choses dans la nuit, Bertrand Lamiel. Il y a le même schéma sur les taux, hein, quand on va regarder du côté des taux, assez logiquement on a le Bund allemand donc qui est en train de baisser, qui joue son rôle de valeur refuge, mais quand on va regarder du côté du 10 ans espagnol ou du 10 ans italien, voilà, il y a un an le même type de crise, on aurait vu ces taux remonter en flèche. Non, ils continuent à baisser gentiment, tranquillement, donc c'est vraiment pour l'instant assez compartimenté. Assez compartimenté, puis il ne faut pas oublier qu'on était sur des plus hauts récents la semaine dernière, hein, sur le CAC 40. Alors c'est vrai que le CAC 40 a en plus surperformé le reste des indices européens. Il avait inscrit de nouveaux plus hauts la semaine dernière, plus haut depuis 2008 bien sûr. Le S&P était en clôture record vendredi soir. On sentait qu'on avait du mal à consolider. Finalement, on trouve un prétexte là. Oui, je pense que c'est un prétexte. C'est vrai que l'image actuelle est très contrastée. On a des niveaux de valorisation qui sont pas forcément excessifs, mais où la marge de sécurité est pas très grande non plus. Sur 2014, c'est pas évident. Sur le 2015, elle est plus, mais ça implique qu'il y ait de la croissance. Il y a aujourd'hui encore un point d'interrogation. Les publications de résultats, c'est vrai qu'en Europe, la moitié ont communiqué des résultats supérieurs au marché, mais finalement avec aussi la moitié qui ont déçu sur le chiffre d'affaires. Donc c'est pas si évident. Il y a des niveaux de flux qui continuent de sortir des émergents, qui continuent d'aller sur les États-Unis et sur l'Europe. Donc c'est difficile de se battre contre Monsieur Marché en quelque sorte. Mais c'est un environnement parfait pour le stock picker, pour celui qui fait vraiment un focus sur les fondamentaux de la société, qui arrive à prendre du recul par rapport au bruit de marché de la big picture en quelque sorte, et qui se concentre vraiment sur l'avantage compétitif, la qualité du business model, mais aussi sur la valorisation pour sur des périodes de baisse comme celle-ci, moins souffrir parce qu'il y a une marge de sécurité et éventuellement en tirer des nouvelles opportunités d'investissement. Et alors ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous interdisez pas de regarder des entreprises exposées aux émergents là. De façon, là encore, de façon assez opportuniste, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est le premier jour de baisse en quelque sorte sur la Russie. Donc il y a aujourd'hui peu d'excès en quelque sorte. C'est les valeurs les plus concernées par la Russie qui baissent. Si dans les prochains jours, on continue à avoir des mouvements de baisse, et ce qui du coup peut faire en sorte que c'est généralisé, c'est un petit peu comme un banc de poissons. Les sardines, elles se laissent emporter par le mouvement. Moi, en tant que stock picker, j'adore ces mouvements-là, puisque l'idée, c'est de récolter, de tirer profit d'une société de bonne qualité sur lequel le marché est un peu excessif. Depuis le début de l'année, je me suis intéressé aux brasseurs qui souffrent pas mal. Donc, vous parliez de Carlsberg tout à l'heure. J'ai commencé une position en Heineken, justement sur l'idée que tout n'est pas si noir. La valorisation est relativement attractive. Il y a des choses fondamentales qui se passent au niveau de la société, tant sur la restructuration, là encore sur les flux de trésorerie. Et je pense que demain, la société qui a déjà fait ses acquisitions, il y a moins d'acteurs potentiels, en tout cas pour eux, de taille significative, va aussi sans doute avoir une meilleure allocation du capital. Et donc ça, dans le temps, ça va permettre une amélioration du ROCE, du retour sur capital employé, qui est le vrai indicateur de création de valeur. Bon, et c'est vrai qu'alors là-dessus, vous rejoindrez sans doute Sébastien, Bertrand. Depuis des mois maintenant, vous nous dites, voilà, c'est vraiment un marché de stock picker. Il faut même sortir des grands indices. Hein. Vous regardez beaucoup ce qui se passe en dehors des large caps. On voit, c'est des valeurs. Alors, elles en ont profité, hein, parce que c'était des valeurs internationales, mondialisées. C'est ce qui a fait leur force pendant la crise européenne. Mais aujourd'hui, on voit que ça tangue un petit peu dans les émergents. Donc, ce côté très mondialisé, très internationalisé, même si ça peut créer des opportunités, c'est pas ce qui fonctionne aujourd'hui du point de vue de la logique des investisseurs.
Non, bah, parmi les dossiers dont on a parlé qui ont bien fonctionné, c'est Air France. Donc typiquement, Air France, c'est une histoire d'entreprise. C'est une société qui, depuis l'été dernier, un peu plus loin, a commencé, a mis en place un plan de restructuration. Depuis l'été dernier, on voit que ça se passe bien et qui délivre exactement. Et donc, dans une logique où globalement les investisseurs sont prêts à reprendre du risque, ils sont allés rechercher ce dossier qui méritait d'être un petit peu mieux capitalisé. Et donc Air France, on doit être à, sauf erreur de ma part, quelque chose comme 30% de performance depuis le début de l'année. Donc voilà. Donc ça a démarré très vite en plus. Un ou deux dossiers comme ça dans le portefeuille, tout de suite forcément, si vous évitez les gros gadins entre guillemets, un ou deux dossiers comme ça dans le portefeuille et tout de suite vous avez une performance moyenne qui relève le nez, qui permet de passer au-delà des indices. Donc oui, clairement, on reste toujours chez B Capital dans cette logique-là d'aller chercher des dossiers pour leur logique intrinsèque. Et après, on était resté à l'écart très longtemps des services aux collectivités. On est en train de regarder parce que on pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, que pour beaucoup, on a vu passer des provisions qui étaient énormes. Donc globalement, on est en train de se dire qu'ils ont certainement passé les comptes à la paille de fer et qu'aujourd'hui, on va arriver sur certains dossiers. Alors après, il faut toujours faire du tri. Quand vous entendez Antoine Frérot là qui essaye de vendre une nouvelle histoire, une nouvelle equity story autour de la croissance, des clients plus industriels. Enfin, vous l'entendez ça, Alors c'est pas Veolia qu'on a privilégié pour l'instant. Pour l'instant, on est parti plutôt sur RWE, un allemand. En Allemagne. Et l'actualité, nous, il nous semble que l'Allemagne va devoir définitivement être très claire sur oui ou non, vont-ils continuer à faire de l'énergie, de l'électricité nucléaire ou pas. Pour l'instant, c'est mis au banc. Avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine, donc qui est quand même la voie privilégiée pour l'acheminement pétrole et gaz, dont l'Allemagne est de plus en plus dépendante à partir du moment où elle renonce au nucléaire. Donc voilà, donc de deux choses une, où ils disent effectivement on renonce au nucléaire, et là il va falloir qu'ils trouvent quand même des biais, des apports sécurisés pour leur énergie, ou alors ils trouvent une voie médiane, voire ils renoncent, ils disent. Mais ça peut avoir évidemment des conséquences lourdes. Il faut regarder parce que oui, ça va être très intéressant j'imagine, dans les mois qui vont venir. Là, on devrait avoir une position très tranchée de l'Allemagne qu'on attend et qui peut potentiellement aider les énergéticiens allemands à reprendre de la valeur en bourse. Nicolas Chiron, on vous retrouve chez Daily FXM. Un dernier mot de cette séance pour je sais pas, peut-être parler d'un de ces actifs refuges. Vous nous avez cité sur les devises le yen qui avait été très fort aujourd'hui, mais il y a l'or aussi là qui est effectué en toute discrétion. En tout cas, ça fait c'est pas forcément l'or qu'on attendait sur ce début d'année, mais le retour commence à être assez significatif par rapport aux actions là. Effectivement, la configuration de l'or en fait est absolument parfaite parce qu'en fin d'année, tout le monde a dit l'or va à 1000, l'or est baissier, l'or devrait casser ses plus bas. Toutes les banques ont abaissé leurs prévisions. En fait, c'était un magnifique point d'entrée sur cette zone des 1180-1200. Depuis ce seuil-là, les cours montent toutes les semaines pratiquement. Donc ça permet de jouer l'aspect diversification, l'aspect refuge qui apparemment fonctionne puisqu'on voit l'or exploser à la hausse alors que les tensions géopolitiques augmentent. Donc sur l'or, on continue d'être foncièrement haussier avec potentiellement 1420, voire qui sait un retour à $1 500 cette année. Bon, on est à plus de $1 350 l'once ce soir. Merci Nicolas Chiron, analyste devise chez Daily FXM. Bertrand Lamiel, Sébastien Lemonnier, vous restez avec nous. On marque une dernière pause et on se retrouve pour le dernier quart d'heure du Club de la Bourse.